Salut la compagnie, j'espère que vous allez vraiment super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre essai de la Honda CBR 1000RR RSP, édition ultra premium de cette nouvelle sportive de chez Honda. La semaine dernière, on avait fait l'histoire de la machine, ses concurrentes et un petit tour statique. Et aujourd'hui, je vous emmène pour une vidéo GoPro uniquement, dans laquelle on va vraiment se parler des aspects conduite pure de cette machine. C'est parti. Appuie sur un bouton qui est à l'autre bout du monde pour l'allumer. Allez, go! Comme vous le savez, une nouvelle version, un nouveau format sur les essais. On est maintenant sur deux vidéos, une qui couvre toute la partie un peu statique et le tour de la moto ainsi que son histoire. Et là maintenant ici, on va uniquement se concentrer sur le dynamique. Et je ne vais plus avoir de partie route et partie ville. Je vais vraiment faire une sorte de discussion avec vous au fur et à mesure que la route s'étend devant nous, que ce soit de l'urbain ou de la route un peu plus ouverte, et vous donner mes ressentis au fur et à mesure. Et mes ressentis, on va commencer parce que j'ai des trucs à vous raconter. Donc cette machine, c'est la nouvelle Honda CBR 1000RR RSP, l'hyper sportive du constructeur LA. Et cette moto crée vraiment une scission avec la philosophie précédente de Honda, le fameux Total Control, sur lequel le pilote devait être en totale connexion avec sa machine sans avoir besoin d'assistance électronique. Là clairement Honda, ils ont pété un câble. On est à 217 chevaux sur cette moto, donc c'est un monstre. Je ne vous noie pas d'informations non plus, si vous voulez le détail complet, vous avez la vidéo de l'essai en statique qui est juste là. Vous pouvez y aller à la fin de celle-ci si vous le souhaitez. Et donc on va parler un petit peu de comment je me sens sur cette moto. Mal. Je me sens très mal sur cette moto, je vous le dis d'emblée. Cette position de conduite est ni plus ni moins que la plus horrible que je n'ai jamais eue sur une moto. Toute moto confondue, peut-être pas la MV Agusta F4, mais pour le coup ça fait vraiment trop longtemps que je l'ai essayé cette moto, donc je pourrais pas vous le confirmer. Mais clairement, cette Honda CBR 1000RR, elle est faite pour une seule chose, le circuit. Je vous l'avais dit lors de la vidéo précédente, lorsqu'on avait fait la position de conduite, que je pressentais que cette machine allait être très très dure à vivre au quotidien. Et écoutez, je vous le confirme à 300%, cette moto est une torture, un supplice pour les poignets, pour le dos, pour les jambes, les genoux sont hyper relevés. C'est vraiment super désagréable, mais forcément, puisque c'est une machine de circuit, ça va lui donner une position extraordinaire dès lors que vous allez sur piste, parce que vous allez pouvoir la manier vraiment d'une façon hyper agile, hyper intuitive. Mais clairement cette moto pour moi au niveau utilisabilité au quotidien sur la position de conduite, c'est un 0 pointé. J'ai vraiment aucune peur de le dire. Après au niveau de ce qu'elle propose en termes de petites fonctions du quotidien, on a des warnings, donc ça c'est chouette quand même. Toutes les motos sportives ne l'ont pas, même si ça devient de plus en plus rare qu'elles n'en soient pas pourvues. On a un tableau de bord qui est plutôt lisible et, comme vous avez pu le voir dans l'autre vidéo, qui est hautement personnalisable, donc ça c'est assez chouette. Par contre moi je suis grand, je fais 1m89, et ma vision elle est cachée par la bulle, c'est à dire qu'en fait je suis tellement haut et tellement en avant qu'en fait le tableau de bord je suis obligé de me ratatiner sur moi-même pour pouvoir le voir. Donc ça c'est vraiment pas ouf du tout, d'autant plus que si je mets mes warnings, là je suis pile à la hauteur où le bord de la bulle cache les warnings, et je suis obligé de faire ça pour voir s'ils sont activés ou pas. Donc pour le coup non, niveau ergonomie, cette moto il y a quand même pas mal de trucs qui vont pas. Les rétroviseurs c'est pareil, ils sont vraiment pas pratiques, on peut pas vraiment les régler d'une façon qui soit utilisable pour moi vraiment de façon agréable. Donc voilà, ça contribue à donner un message très très fort sur cette CBR. Je baisse ma petite visière, que c'est une machine ultra sportive. Et au niveau comportement du moteur, vous allez le voir, je suis en seconde, j'ai 217 chevaux. Il ne se passe rien. Encore une fois, je suis en seconde, 217 chevaux. Rien du tout, je suis sur le mode de puissance le plus élevé. En fait c'est très simple, cette machine, comme je vous l'avais dit et comme je le pressentais, j'en avais peur, elle n'a rien dans le sac en dessous de 6000 tours minute. La raison en est simple, 217 chevaux, 1000 cm3, il faut aller les chercher super haut. Et en plus de ça, la moto a une valve, vous allez l'entendre, là regardez, écoutez le son du moteur. C'est pas ouf non plus. Si je la laisse monter, écoutez ce qui va se passer. Vous avez entendu comment d'un coup elle s'est réveillée et elle se met à rugir avec un son qui est assez incroyable, il faut le dire. Voilà, ça c'est un problème de valve. Donc la moto en dessous de 5600-6000 tours minute, la valve est fermée et la moto ne fait aucun bruit, mais surtout elle est anémique, genre vraiment elle est anémique. Là je suis à 3000 probablement parce que je l'ai mis en configuration où il n'y a que à partir de 5000 qu'on le voit. Je tourne à fond, il ne se passe rien du tout, clairement pas ce qu'on serait en droit d'attendre de la part d'une machine qui fait 217 chevaux en termes de comportement. Donc là, si on s'en arrête là, tout de suite, on peut se dire mais où sont les chevaux?
où sont les chevaux. Donc bon, bien évidemment, vous vous en doutez, hein, c'est pas ce qui va se passer. Les chevaux, ils sont là, mais ils sont très très haut perchés dans les tours. Et il faut pas avoir peur d'annoncer ça, parce que vraiment, si vous comptez acheter cette machine en vous disant ouais, je vais avoir plein de sensations à bas régime parce que c'est une moto très puissante, non, c'est pas le cas. Cette CBR 1000RR, elle ne donne aucune sensation en dessous de 6500-7000 tours minute. À partir de ce moment-là, et si vous kiffez ce genre de machine très pointue avec des tours minutes incroyables quand on monte, oui, elle va vous en donner pour votre argent. Donc bon, après, c'est chacun voit midi à sa porte. Moi, je pense pas vraiment que ce soit quelque chose de mauvais. C'est par contre quelque chose qui est définitivement rédhibitoire pour mon usage à moi. J'aime les machines qui en donnent dès le début, sur lesquelles on n'est pas forcément obligé de se mettre en danger au niveau de son permis pour ressentir des sensations. Cette moto en seconde, elle vous envoie à la case prison, hein. Elle prend plus de 190 km/h en seconde, donc autant vous dire que si vous voulez cravacher un petit peu le moteur pour aller chercher, bah vous allez vite vous retrouver dès que vous avez des sensations dans des régimes qui sont pas géniaux au niveau de la légalité. On s'en remet quand même une petite couche, parce que franchement, ouais, le son, dès qu'on commence à tordre la poignée et à arriver dans cette sweet zone où vraiment la valve s'ouvre, là par contre, c'est carnaval. Et puis bien évidemment, arrivé à un certain moment, la moto s'énerve vraiment, elle commence à prendre ses tours minutes, et là ça devient vraiment jouissif, parce que elle en a quand même cette moto, hein, et elle a beaucoup de puissance. Et aussi, hein, bien sûr, un châssis qui est incroyable de précision, hein. On se refera quelques petites courbes un petit peu plus loin au niveau de la vallée de Chevreuse, vous allez voir, c'est chouette. Vraiment, c'est un châssis qui est incroyable. Mais par contre, en termes de démonstrativité, eh bien, c'est une moto qui ne va pas avoir le même caractère, par exemple, qu'une RSV4 Factory qui, dès le début, donne le là, montre qu'elle a de l'âme, qu'elle a de l'envie, et peut être utilisée, et on peut en profiter au quotidien sans forcément aller sur un circuit. On vit des choses. Avec cette CBR, je suis désolé, mais moi je vis pas grand chose quand je m'en sers comme ça. Il faudrait vraiment que je sois en train de taper dedans comme un fou furieux, me mettre en danger encore une fois au niveau de mon permis pour que ce soit vraiment sympa. On revient en ville, donc je vais reprendre un petit peu sur mes commodos, sur les petites histoires comme ça à droite à gauche. Ils sont bien, mais franchement il y a 2-3 trucs où je dis non. Ce petit bouton là droite gauche, il est très difficile d'accès. Les boutons haut et bas sont plutôt bien faits, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu squeezer plein de boutons à un endroit où il n'y avait pas tant de place que ça, et la manipulation est un peu hasardeuse. Bon, une fois qu'on sait comment ça fonctionne et qu'on s'en sert régulièrement, ça vient. Les warnings sont assez bas, hein, ils sont juste en dessous, faut aller les chercher. Donc tout ce petit monde est un petit peu collé l'un à l'autre. Je vais juste encore une fois relever ma visière, je suis désolé, mais il fait vraiment un peu chaud, et on aurait pu peut-être mettre 2-3 petites choses ici, hein. Peut-être les warnings sans forcément avoir à enlever sa main de l'accélérateur, ça aurait été chouette. Les leviers de frein et d'embrayage sont au-dessus de tout soupçon, ils sont super bons. Juste le freinage, vous allez le voir tout à l'heure, manque un tout petit peu d'intensité au début, mais c'est pas grave, je trouve que c'est bien, ça lui donne quelque chose de très dosable. C'est du Stylema, hein, donc c'est des excellents freins, hein. Vous allez voir, la moto freine extraordinairement bien, et le levier d'embrayage ainsi que le passage des rapports se fait très bien. Alors bien évidemment, hein, il y a un quick shifter up and down sur la moto, donc c'est un plaisir, hein, ça monte, ça descend, c'est génial à ce niveau-là, aucun souci. Et globalement, le poste de pilotage reste, allez, correct, voire bon. Il y a 2-3 petites choses sur les boutons qui me gênent un petit peu, mais c'est pas de ça dont je vais me plaindre sur cette moto là. Encore une fois, vous voyez, quand on est là, on tire. Ah ouais, là quand ça se réveille, c'est incroyable. Là par contre, quand ça se réveille, quand l'échappement commence à se réveiller, ah ouais, là le chant de la moto devient vraiment très séduisant, et on n'a pas peur des courbes, hein. Avec cette moto, on n'a pas peur des courbes, on sent que tout est tellement naturel, tout vient tellement vite, c'est super chouette. Ça par contre, vraiment, le châssis de cette moto est extraordinaire. Je suis vraiment triste qu'il y ait cette histoire de valve. Alors bien évidemment, hein, je pense que si on y met une ligne complète racing sur cette moto, l'histoire change. Malheureusement, je suis pas en train de faire le test d'une moto complètement modifiée avec des accessoires tiers. C'est vraiment la machine telle qu'elle est livrée par Honda quand on l'achète, et à mon avis avec une petite ligne complète en catalyseur, donc forcément, bien vous vous en doutez, pas légal, donc on peut pas le faire, je vous encourage pas à le faire, mais franchement ça doit changer complètement la donne, parce que la moto doit vraiment avoir une autre vie en virant cette valve. Puis là, vous voyez, oh
Oh là 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 là, à 9000 ça fait déjà un bruit mais complètement dingo. Franchement c'est vraiment très très chouette. C'est vraiment une machine qui donne des sensations quand on commence à lui taper dedans. Mais le problème malheureusement c'est qu'on lui tape vraiment dedans que beaucoup trop tard. Au niveau du freinage, oh là 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 là. Par contre attention messieurs, hein, parce que vous allez très probablement vous en prendre quelques coups au niveau des bijoux de famille, parce que la position est tellement vers l'avant, vous êtes tellement incliné qu'en fait vous glissez vers le réservoir. Donc soyez prudents quand même à ce niveau là, parce que c'est pas forcément le truc le plus agréable on va dire à vivre. Et donc voilà, cette machine, la conclusion, enfin c'est pas la conclusion de la vidéo, mais la conclusion sur le moteur, c'est vraiment que c'est un cœur qui pédale fort, mais il faut monter dans les tours. Si vous montez pas dans les tours avec cette machine là, plus encore que sur n'importe quel autre sportif, parce qu'on sait bien qu'une Hypersport, vous allez forcément devoir aller chercher les hauts régimes pour pouvoir en profiter. Mais par exemple sur une S1000RR ou sur une Aprilia SV4, voire même la Panigale V4S que je trouvais un petit peu creuse, c'était pas autant que là. Là ils sont vraiment allés chercher la pointe de la pointe de la pointe, les 217 chevaux. Et malheureusement une RSV4 fait 100 cm3 de plus, une Panigale aussi. Et donc c'est des machines qui vont être un petit peu plus exploitables au quotidien. La consommation de carburant, je vous en avais parlé la dernière fois et que j'avais un trip qui indiquait une valeur qui était assez folle. Hop, et je vais vous le montrer, regardez, je vais me déplacer dans les menus. J'ai un trip A, 329 km, je l'ai réinitialisé, qui est à 5,8 litres au 100. C'est incroyable. Après, encore une fois, vu qu'on tape rarement dans les hauts régimes et donc là où il y a vraiment toute la puissance de la moto, c'est logique que la consommation soit basse, mais je tire quand même mon chapeau bien bas à Honda parce que c'est vraiment des maîtres de la consommation. Ils sont extraordinaires là-dessus. Ils nous montrent encore une fois que ce sont des maîtres absolus quand il s'agit de maîtriser la consommation, on va dire, du véhicule. Je vais essayer de vous trouver une petite ligne droite quand même pour la faire aller assez haut dans les tours, que vous entendiez le chant de ce 4 cylindres en ligne qui, ma foi, est un petit peu étouffé lorsqu'il est dans les bas régimes, mais quand on le laisse un peu s'exprimer, c'est assez incroyable. On fait ça. Je vais pas jusqu'aux 14 000, je suis désolé, mais ça reste une machine d'essai, enfin pas d'essai, mais que le concessionnaire vend. D'ailleurs, j'en profite parce que on remercie quand même encore une fois Moto91, on aura des remerciements dans les deux vidéos maintenant, c'est normal. Marc et son équipe qui nous prêtent cette machine incroyable, parce que c'est pas parce qu'elle ne me plaît pas entièrement que ce n'est pas une moto folle, c'est juste que c'est une machine qui ne me correspond pas à moi. Mais vraiment merci à eux, ils sont adorables. Atis Mons, Moto91 concessionnaire Honda qui est là depuis bien longtemps et qui sont vraiment des professionnels super attentifs, à l'écoute de vos besoins et de ce que vous voulez faire et ce que vous voulez acheter comme moto, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ce qui est un peu surprenant avec une moto de cet acabit là, c'est qu'en fait quand on veut dépasser littéralement et qu'on est en 6ème, là si je veux dépasser, je peux pas en fait. Là je suis en train de tordre la poignée à fond. Donc vous imaginez ce qu'il faut quand même aller chercher. Faut rétrograder quasiment de 2 voire 3 rapports si on veut vraiment dépasser vite, ce qui n'est pas habituel. Enfin, on s'attend pas à ça sur une machine qui a autant de performance. On va faire attention quand même à nos amis les cyclistes, parce que là j'ai l'impression que monsieur ne savait pas vraiment où il allait. Donc voilà, c'est un mode d'emploi, c'est une machine à mode d'emploi, et je vous avoue que ce sont des motos qui n'ont pas mes faveurs. Les motos mode d'emploi, j'aime bien les machines qui s'utilisent, on comprend comment elles fonctionnent dès le début. Peut-être que c'est moi qui suis trop bête et j'aime les choses simples, mais là pour le coup c'est vrai que cette Honda elle demande quand même à apprendre un petit peu son fonctionnement, et j'imagine qu'elle fera le bonheur de plein de motards qui aiment ce côté ultra pointu. Mais bon voilà. Concernant la dissipation de chaleur, on va s'en parler. Attendez, j'ai chaud là. On va se parler un petit peu de la dissipation de chaleur. Elle est plutôt dans allez, on va dire dans la moyenne positive, même si on sent quand même un peu la chaleur de cette machine. Mais on est loin de ce que, surtout la Panigale, parce que celle-là, au secours. Mais la S1000RR, la Aprilia SV4 Factory, elles étaient un poil plus agressive au niveau de la chaleur, donc ça je trouve que ça se passe quand même plutôt bien, c'est très correct, donc il n'y a aucun souci à ce niveau là, même si étant donné que c'est une Hypersport, vous doutez bien que ça ne va pas être la machine qui va chauffer le moins, c'est pas un petit moteur, c'est pas un petit 125 cm3, il y a du carénage, donc quand on est en été et qu'on fait un petit peu des bouchons, forcément c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. On va déjà commencer par faire un petit test au niveau du châssis. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de se diriger vers Chevreuse, donc on ira peut-être du côté des 17 tournants, mais ça incline tellement naturellement. Je sais pas combien de degrés d'angle j'ai parce que j'ai l'indicateur, mais ouais, j'ai pris quasiment 30 degrés sur une machine qui n'est pas une moto à laquelle je suis habitué, et puis surtout qui ne m'appartient pas.
c'est déjà extrêmement impressionnant. Le châssis fait vraiment, vous faites qu'un avec le châssis de la moto, hein, c'est vraiment très naturel et vous avez cette appétence à tout de suite aller chercher des angles que vous n'auriez pas avec des roadsters ou des motos d'autres types. Donc ça c'est vraiment incroyable. La suspension fait un excellent travail, hein. Cette fourche Öhlins qui est merveilleuse, hein, bien évidemment, la NX30 elle est extraordinaire et je l'avais déjà dit une fois mais je vous le redis, on a toujours l'impression que puisqu'une fourche va être plus chère et peut-être un peu plus racing, elle va faire un moins bon travail d'absorption des irrégularités. C'est faux. En fait, le luxe de cette fourche qui est très très cher, c'est qu'en fait dans le premier tiers de la course du tube, en fait elle va absorber extrêmement bien les irrégularités et conserver un travail d'amortissement et de fermeté qui est très très bon. Et ça c'est magique. On a un système semi-actif qui va ajuster en fait tous les comportements et les paramètres de fermeté en fonction de l'état de la route, de l'angle d'inclinaison, de l'ouverture des papillons. Dieu que c'est bon ce moteur quand même quand on commence à lui taper dedans. Enfin, la sonorité est vraiment très très chouette et donc elle fait un très très bon travail cette suspension. Moi je suis assez bluffé à quel point elle est transparente. Et puis ce freinage, oh là là, qui nous arrête en l'espace d'une milliseconde. Vraiment ces Brembo Stilema, ils sont si rassurants, on sait qu'on peut compter dessus. C'est vraiment super super cool. Je vais finir du coup sur la partie un peu anciennement ville, hein, mais avec le passager. Ne faites pas ça, je vous en supplie, je le dis à chaque fois que je prends une hyper sportive, ne faites pas ça. Épargnez la personne que vous allez tuer à petit feu, hein. Mathilde elle est montée dessus, franchement je l'ai rarement vue aussi mal. Elle me disait les genoux c'est insupportable. Faites un petit tour de pâté de maison ou allez faire un petit tour comme ça pour montrer à vos potes comment c'est ce genre de machine et remettez le capot de selle parce que c'est vraiment peut-être l'une des pires que j'ai essayé jusqu'à aujourd'hui en termes d'agrément et de confort pour le passager. C'est vraiment pas agréable du tout, donc mettez ça de côté, oubliez et faites-vous plutôt plaisir tout seul. C'est une moto d'égoïste, hein, il faut le dire, hein. C'est une machine qui est là pour vous donner des sensations à vous et laisser votre passager en paix, hein. Bah voilà, écoutez, hein, moi je pense que pour la partie un peu aspect pratique, on en a fait le tour. J'aurais pu vous parler du rayon de braquage, mais il est ridicule, regardez, ça s'arrête là, hein. Donc autant vous dire que quand vous voulez faire un demi-tour, vous allez vous y reprendre à 5-6 fois. Mais ça, bon, après encore une fois, hein, c'est une hyper sport, on s'attend pas à autre chose. Très joli ce petit clocher, hein, c'est très sympa. On passe souvent par ici, mais on s'arrête rarement pour admirer ce qui se passe. Ça, la vallée de Chevreuse, avoir un endroit aussi chouette juste à côté, c'est super sympa pour pouvoir vous proposer des vidéos. On est en train de monter en température, les ventilateurs vont s'allumer sous peu. Et là, ouais, je commence à sentir un peu la chaleur. Mais à ce niveau-là, sur une RSV4 Factory, je serais déjà un petit peu plus dans le mal. Ça va quand même. Allez, on va pouvoir bientôt avoir un petit aperçu, encore une fois, des capacités dynamiques de cette machine. On arrêtera l'essai ici. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, que ce format vous aimez bien, avec deux vidéos, une chaque semaine, et puis aussi se dérouler comme ça du dynamique, où je fais pas forcément une partie ville, une partie route, mais plutôt une discussion globale au fur et à mesure que la route se présente à nous. L'idée étant vraiment que vous ressortiez d'une vidéo comme ça avec suffisamment d'informations pour vous dire bah est-ce que ça peut être une moto qui m'intéresse ou pas, est-ce que je pourrais avoir envie de l'acheter, et voilà. Et puis écoutez, là je vais essayer de me concentrer un petit peu pour eh bien voir ce que... Oh là, ces courbes elles sont toujours terrifiantes pour moi, mais en tout cas moins que si j'étais avec la Yabusa, hein. Enfin, le châssis, il est... J'y vais pas trop fort, pas trop vite, parce que je veux vraiment voir ce que ça donne, mais... Oh, ah, c'est... Le châssis de la moto, par contre, il est en dehors de tout soupçon, hein. Oh, il est incroyable. Faut vraiment y aller doucement. Mais c'est dingue! Absolument dingue. Franchement, j'espère que vous profitez des images. Très chouette. Franchement, faudrait que je vienne ici plus souvent pour tester un petit peu les châssis des motos, parce que je l'avais fait avec la 1250 GS et je me rends compte à quel point il y a une différence dans le ressenti global, parce que la moto incline bien plus facilement, ce qui est logique, hein, pour une hypersport. Ah ouais, c'est vraiment très chouette, hein. Elle passe d'un angle à l'autre de pif à paf, comme on a l'habitude de dire, avec tellement d'aisance. Super cool. Eh bien écoutez, on arrive à la conclusion de cet essai global, statique et dynamique. La CBR 1000 RRSP n'est pas une moto pour moi. Je la valide pas, en tout cas pour mon usage. C'est une machine qui manque de trop d'aspect quotidien, mais quand je dis quotidien, c'est pas forcément de la praticité, c'est vraiment juste des sensations à bas régime, un peu une facilité d'utilisation. Il n'y a pas de cruise control, la position elle est horrible vraiment quand vous vous en servez sur de la route, de la ville.
C'est une pure pistard, c'est une machine qui est faite pour vraiment aller tailler les chronos et la démonstration claire et nette de la rupture de Honda avec le Total Control. C'est à prendre ou à laisser, mais je suis sûr et certain qu'en tout cas ceux qui aiment des machines de piste et de pure piste seront aux anges avec cette moto. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire sur vos retours et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Roadsters TV, à bientôt.